Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent, c'est quelles sont les précautions à prendre, en tout cas qu'est-ce qu'il faut savoir avant de lancer des agents IA dans son entreprise. Parce que oui, il y a des notions juridiques, il y a des notions techniques, il y a des notions de sécurité. Et je vais balayer dans cet épisode un tour complet en essayant d'avoir pas trop de jargon pour vous proposer la définition d'un agent IA en passant par les outils, les contrats et les pièges à éviter. Accrochez-vous, c'est parti. Alors la différenciation entre un agent IA, un LLM et un assistant IA. Un LLM, c'est un défaut de langage parce que c'est du Large Language Model, mais on l'utilise pour appeler un ChatGPT, un Claude, un Gemini, un Mistral, un Copilot, on les appelle les LLM. C'est un modèle qui répond à vos questions. Vous entrez votre demande, il répond. Son intervention s'arrête là. Même s'il vous propose des questions pour continuer la conversation, il va falloir relancer en tapant une autre commande pour relancer la conversation. Un assistant IA, c'est une fonctionnalité que vous allez trouver dans votre LLM, quel qu'il soit. Sur ChatGPT, c'est un GPT. Sur Claude, ça va être dans les artefacts. Sur Gemini, c'est un James. Copilot, alors lui, il est un peu confusant parce qu'il appelle ça les agents IA. Mais ça reste un assistant. Son job, c'est de pouvoir réaliser une tâche que vous réalisez tout le temps, qui est assez récurrente, en lui mettant une base de documentation, mais dans lequel à chaque fois vous allez entrer votre commande. En revanche, lui, il est préparé, il est entraîné à vous produire tout de suite un résultat de qualité en fonction de tout ce que vous avez donné comme consigne et comme base de documentation, le fameux RAG, pour obtenir un résultat de qualité. Si par exemple j'ai l'habitude de réaliser des posts sur LinkedIn et que je veux me créer un assistant rédactionnel, je vais lui mettre tous les posts LinkedIn que j'ai l'habitude de réaliser, je vais lui mettre mes articles qui m'intéressent, mes newsletters, pourquoi pas mes épisodes de podcast, je vais lui donner des guidelines sur la façon dont il doit rédiger les posts, et à chaque fois que j'aurai un post à rédiger, je lui dirai justement, ou simplement, rédige un post sur tel sujet, en lui donnant de la matière sur le sujet, et après c'est lui qui va mettre en forme directement le post à produire, en fonction des instructions qu'il a eues déjà et que vous n'avez pas besoin de répéter à chaque fois. Et ensuite, un agent IA. Un agent IA, lui, c'est un système qui est capable de percevoir son environnement, de raisonner avec des gros guillemets, de décider et d'agir de manière autonome pour atteindre un objectif, celui évidemment que vous lui avez fixé, sans que vous ayez besoin d'intervenir à chaque étape. Donc imaginez que vous lui demandez analyse les avis clients de notre dernière campagne et envoie un rapport hebdomadaire au directeur marketing. L'agent, lui, il va aller tout seul extraire les avis. Bien sûr, vous l'avez configuré, vous avez mis tous les liens du chemin qu'il doit suivre, mais il va aller extraire les avis, les analyser, identifier les tendances. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut identifier les tendances de signaux faibles, et ça peut être très intéressant parce qu'on peut passer à côté. Ensuite, il va rédiger le rapport et l'envoyer automatiquement au directeur marketing, sans que vous touchiez quoi que ce soit entre chaque étape. Bien sûr, vous pouvez créer des étapes de validation, mais si vous êtes confiant dans le système, vous pouvez le laisser en autonomie réaliser ces étapes. Les 4 composantes d'un agent IA sont la perception, donc ce qu'il reçoit en entrée, donc c'est tout ce que vous allez lui fournir, du texte, des données, des résultats d'outils. La mémoire, à court terme, donc la conversation, et à long terme avec la base de données externe. Le raisonnement, c'est le modèle qui décide quoi faire pour atteindre l'objectif que vous lui avez fixé. Et les actions, c'est les outils qu'il peut déclencher. Donc il peut avoir accès à votre site internet, au code du site internet, à vos emails, à votre CRM, en fonction des accès que vous lui ouvrez. Alors, comment développer un agent IA ? Il n'existe pas une seule façon de créer un agent, puisque tout dépend de votre niveau de technique, de vos besoins et surtout de vos contraintes. Donc moi, je vous propose 5 approches pour développer un agent de la façon la plus simple à la plus complexe. La première, c'est l'environnement agent clé en main. C'est des solutions qui sont packagées comme Claude Cowork,
Cloud Project, qui peuvent vous permettre, ou même sur Microsoft Pilot, qui embarquent déjà la logique agentique, qui est prête à l'emploi sans compétences techniques requises. Donc là, c'est idéal pour des cas d'usage rapides, sans grosse infrastructure à déployer, et on peut le faire en quelques heures. Ensuite, la deuxième, c'est du no-code, low-code. Donc là, c'est pour des profils métiers. No-code, low-code, plutôt pour les profils métiers. Alors, au-delà de Make, Zapier et N8N, vous avez des outils comme Google Workspace Studio, intégrés directement dans Gmail, Drive, Calendar, Sheets, qui va vous permettre de créer des workflows automatisés en langage naturel grâce à Gemini. Alors, côté choix, il y a une distinction importante à connaître au niveau sécuritaire. N8N, il est en open source. Il peut être auto-hébergé gratuitement sur vos propres serveurs, c'est l'option la plus souveraine, et il est désormais enrichi de 70 nœuds IA natifs connectés au grand LLM. Make, il est hébergé en Europe, il est conforme RGPD et il propose une option on-premise, donc hébergé en local. Zapier, il est 100% cloud hébergé aux États-Unis, sans option self-hosted, donc plutôt à éviter pour les données sensibles. L'idéal pour automatiser des tâches marketing répétitives, c'est de prendre ce genre de solution avec un délai de mise en œuvre qui peut être de quelques heures. Troisième façon de développer son agent, c'est le framework d'orchestration pour des profils plutôt techniques. LangChain a sorti sa version 1.0 et son successeur LangGraph est désormais le framework recommandé pour les agents en production. Ce qu'il fait, c'est qu'il gère des workflows complexes et des agents multi-étapes de manière robuste. LangChain a également lancé Deep Agents, une librairie inspirée de Claude Code, pour les tâches longues et complexes. Donc le reste de l'écosystème, il est solide. On a du Llama Index pour la gestion documentaire et le RAG, du Crew AI pour les équipes d'agents multirôles en production et de l'AutoGen de Microsoft pour les conversations entre agents. C'est idéal pour des agents multirôles qui collaborent entre eux et qui ont des besoins très spécifiques. Le délai de mise en œuvre est de quelques jours. Ça veut dire que là, j'ai un agent qui peut chapeauter d'autres agents. Donc on va un cran au-dessus par rapport à la complexité et par rapport à l'automatisation. Ensuite, la quatrième méthode, c'est les API des grands modèles. Là, on est carrément pour les développeurs. On peut appeler directement l'API d'Anthropic, de Claude, d'OpenAI ou de Google, Gemini, et de construire la logique autour. Donc c'est le function calling et le tool use qui permettent à l'agent d'appeler des outils externes de façon structurée. Idéal pour intégrer un agent dans un produit ou dans un système d'information existant. Là, le délai de mise en œuvre, évidemment, il est plus long, on est sur 1 à 2 semaines. Et enfin, le développement from scratch. Pareil, pour des équipes ingénieurs plutôt, on va construire un agent en Python pur, en gérant soi-même la boucle de raisonnement, la mémoire, les outils et la gestion des erreurs. C'est la solution la plus exigeante techniquement, mais aussi la plus souveraine. Idéal pour des besoins très spécifiques ou des contraintes fortes de souveraineté des données, avec un délai de mise en œuvre qui est de plusieurs semaines. Bon, c'est bien beau tout ça, on a plusieurs méthodes, mais alors, qu'en est-il de la sécurité ? Eh bien, c'est souvent l'angle mort des déploiements d'agents IA en entreprise, alors que c'est quand même un des éléments en tout cas, le plus critique. Le risque, c'est de ne pas savoir où partent votre donnée. Et quand on parle de souveraineté, c'est un enjeu important en entreprise. Quand vos agents IA traitent des informations, données clients, données RH, données financières, ces informations vont transiter quelque part. La question, c'est où ? Alors si on regarde l'approche avec Make Zapier, on va voir que le risque principal, c'est que les données aillent sur des serveurs tiers. Quand on a une approche API standard, les données sont envoyées chez le fournisseur, type OpenAI ou Anthropic. Quand on a des agents sur Copilot Studio, on va dépendre de l'infrastructure de Microsoft par exemple. Et donc on voit qu'en fonction de ce qu'on va utiliser, on va être plutôt dépendant, plutôt avoir un niveau de sécurité plus ou moins faible en fonction de ce qu'on va utiliser. Alors, si on prend une hiérarchie de sécurité réelle, on voit que le moins sécurisé, c'est les outils grand public sans grande surprise, les plateformes no-code sans surprise aussi, ou les API standards sans contrat. Si on veut un niveau intermédiaire, on va prendre une API plus une offre entreprise, type Azure, OpenAI, Anthropic Entreprise. Ou une API plus une anonymisation des données en amont. Et enfin, si on veut le modèle le plus sécurisé pour nos données, on part d'un modèle open source hébergé on-premise, donc en local, ou un cloud privé souverain type OVH, Scalway plus Mistral. Les bonnes pratiques indispensables, c'est que quelle que soit la solution choisie, anonymiser ou pseudonymiser les données avant de les injecter dans un prompt. Cloisonner les accès. L'agent ne doit pas avoir accès aux données qui ne seraient pas nécessaires. Donc on cloisonne, on lui donne uniquement accès aux données strictement nécessaires. Loguer et auditer toutes les interactions de l'agent. Et n'oubliez pas de former les collaborateurs à ne surtout pas copier-coller des données sensibles dans des interfaces grand public. Ça, c'est souvent un risque, c'est souvent un manque d'information, un manque de formation.
Donc si on commence par là, on commence déjà à ajouter de la sécurité, du niveau de sécurité en tout cas, dans son entreprise. Et la sécurité d'un agent, c'est pas tellement une question de modèle, c'est plutôt une question d'architecture et de gouvernance. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi lire la newsletter que j'ai rédigée sur le sujet, où je vous parle aussi d'API entreprise avec ce que ça change vraiment, ou la localisation des serveurs, un détail qui peut tout changer. Et je vais aller directement au DPA, un document sous-estimé pour respecter la longueur de cet épisode. Le DPA, c'est le Data Process Agreement. C'est un contrat juridique obligatoire dès lors que vous confiez le traitement de données personnelles à un prestataire externe. C'est l'article 28 du RGPD qui l'impose. Il est souvent oublié ce document, donc vraiment il est important parce qu'il doit contenir la nature et la finalité du traitement, le type de données et les catégories de personnes concernées, la durée du traitement, les obligations du sous-traitant, les mesures de sécurité mises en place, les conditions de sous-traitance ultérieures et les modalités de suppression des données en fin de contrat. Sans DPA, vous êtes en infraction RGPD et exposé à une amende pouvant atteindre 4% de votre chiffre d'affaires mondial. J'ai une bonne nouvelle, Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google Workspace Entreprise proposent des DPA standards téléchargeables et signables en ligne. Google allant même jusqu'à fournir un guide DPIA, Data Protection Impact Assessment, pour accompagner les entreprises dans leur analyse d'impact. Quant à Mistral, il propose un DPA de droit français. Donc le DPA, c'est le document qui prouve que votre entreprise elle est en conformité quand elle utilise un agent IA avec des données personnelles. Évidemment, il faut le faire valider par votre DPO avant de déployer quoi que ce soit. La technologie sécurise l'infrastructure. Le contrat sécurise le cadre juridique, mais c'est la formation qui va sécuriser l'usage au quotidien des agents que vous pourriez développer. Adopter un agent IA en entreprise, c'est jamais une décision purement technique, même si on voit qu'il y a quand même beaucoup de techniques derrière. C'est une décision stratégique qui engage la direction de l'entreprise, la direction juridique, le DPO, la DSI, et qui nécessite que les équipes comprennent ce qu'elles utilisent réellement. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.